Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour ce 9e volet de présentation de la loi Climat et Résilience qui sera consacré aux aspects spécifiques à la commande publique et plus particulièrement aux dispositions codifiées dans le Code de la commande publique. Il faut tout d'abord rappeler que cette loi ne constitue pas la première tentative d'instaurer une commande publique vertueuse du point de vue du développement durable. En effet, elle s'inscrit dans un long processus d'affirmation et de reconnaissance d'une commande publique responsable, initiée avec les lois dites Grenelle 1 et Grenelle 2, adoptées en 2009 et 2010, puis poursuivie par une loi de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La loi Climat et Résilience, y compris dans ses aspects commande publique, est très largement inspirée des propositions de la Convention citoyenne pour le climat et doit permettre à la France d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cette loi, elle a notamment vocation à faire du vecteur de la commande publique un moyen efficace de développement durable. La loi Climat et Résilience est composée de 305 articles répartis sur 5 titres, dont le titre 3, Produire et travailler, qui aborde le volet commande publique. C'est principalement dans le volumineux article 35 de cette loi que figurent les mesures destinées à améliorer la prise en compte du développement durable dans les contrats publics. Développement durable qui repose à la fois sur la qualité environnementale et sur l'équité sociale. À ce jour, les mesures d'application de la loi Climat et Résilience en matière de commande publique n'ont pas été adoptées. Toutefois, la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances a, entre le 7 et le 27 janvier 2022, ouvert à la consultation un projet de décret en ces matières. Ce projet de décret a pour objectif de modifier la partie réglementaire du Code de la commande publique et de mettre en cohésion le Code de la commande publique avec l'article 35 de la loi Climat et Résilience. Avant d'examiner les dispositions adoptées par la loi Climat et Résilience en matière de commande publique et plus particulièrement celles en matière environnementale, il faut préciser que les marchés et concessions de défense ou de sécurité ne sont pas concernés par ces mesures. Notre présentation comportera 4 parties. Une première partie consacrée à l'inscription des objectifs de développement durable dans le nouvel article L3-1 du Code de la commande publique. Une deuxième partie examinera les nouvelles dispositions adoptées et qui concernent le stade de passation des contrats. Une troisième partie présentera la mesure adoptée pour l'exécution des contrats. Et enfin, dans une quatrième partie, nous survolerons très rapidement 3 autres mesures du Code de la commande de la loi Climat et Résilience en matière de commande publique qui nous semblaient mériter d'être mentionnées. Tout d'abord, le premier rapport de la loi Climat et Résilience est l'inscription des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale au nouvel article L3-1 du Code de la commande publique, qui est rédigé comme suit. La commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable dans leur dimension économique, sociale et environnementale dans les conditions fixées par le présent code. La place de cet article dans le Code de la commande publique n'est pas anodine et elle montre la volonté du législateur de valoriser ce principe. En effet, il l'a inscrit au tout début du Code de la commande publique, de surcroît juste à côté des principes fondamentaux de la commande publique, que sont l'égalité de traitement des candidats dans l'attribution des contrats publics, la liberté d'accès à ces contrats et la transparence dans leur procédure d'attribution. Or, ces principes sont précisément ceux qui ont justifié l'adoption d'une réglementation en matière de commande publique.
Alors, la loi climat et résilience, elle a ainsi fait de l'exigence environnementale des achats publics un véritable principe de la commande publique que les acheteurs doivent prendre en compte à tous les stades de la procédure de passation et de l'exécution des contrats. Cet article, contrairement aux autres dispositions de la loi climat et résilience en matière de commande publique, est d'application immédiate. Il est entré en vigueur dès la publication de la loi climat et résilience. Nous sommes donc dans une situation dans laquelle le principe d'objectif de développement durable est déjà entré en vigueur, alors que les dispositions, entre guillemets, d'application de ce principe, elles, n'entreront en vigueur que le 22 août 2026, soit 4 ans après. Peut-être que les acheteurs publics vont profiter de ce décalage temporel pour sensibiliser aussi bien en interne leurs services qu'en externe leurs prestataires sur la nécessité d'intégrer les objectifs de développement durable dans leurs pratiques. Cela pourrait se traduire par l'adoption de délibérations par les collectivités dans lesquelles elles exposeraient leurs engagements en la matière, ce qui permettrait à l'ensemble des acteurs d'être prêts en 2026 lorsque les dispositions spécifiques du Code de la commande publique entreront en vigueur. Pendant cette période, il faudra également être attentif à la jurisprudence administrative qui pourrait peut-être se saisir de ce principe pour adopter une jurisprudence un peu innovante en attendant l'entrée en vigueur des dispositions spécifiques. Examinons à présent les mesures adoptées par la loi climat et résilience et qui concernent le stade de la passation des contrats. Alors, quatre mesures ont été adoptées. La première consiste à renforcer un outil déjà existant, le SPASER. La deuxième porte sur la prise en compte des objectifs de développement durable par les spécifications techniques. La troisième crée un nouveau cadre d'exclusion des candidatures. Et la quatrième met en place un critère d'attribution prenant en compte des considérations environnementales. Tout d'abord, la loi climat et résilience renforce un outil existant qui est le SPASER. Le SPASER, c'est le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables instauré par la loi de 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Alors, les SPASER sont codifiés à l'article L2111-3 du Code de la commande publique et l'objectif du SPASER dès 2014 était d'orienter les acheteurs publics vers un achat responsable en les conduisant à élaborer des schémas fixant des objectifs de passation de marché public comportant des dispositions à caractère social et écologique. Alors, à l'époque où il a été adopté, le SPASER devait s'appliquer aux personnes soumises aux règles de la commande publique et dont le montant annuel d'achat atteignait les 100 millions d'euros hors taxes. Alors, l'objectif, c'était que d'ici en 2020, 25% des marchés publics aient été passés en prenant en compte un élément à caractère social ou solidaire. Aujourd'hui, les personnes concernées par cette obligation sont l'État, ensuite la quasi-totalité des régions métropolitaines, une soixantaine de départements, une dizaine de communes, 70 établissements publics à coopération intercommunale, soit environ 160 collectivités locales. Toutefois, la mise en œuvre de ce dispositif a été relativement décevante puisqu'au 31 décembre 2019, seulement 20% des acheteurs concernés avaient mis en place un tel schéma. Par ailleurs, la loi de 2014 était assez peu exigeante, que ce soit en termes de fréquence d'établissement de ces plans ou sur le contenu même de ces plans et sur le suivi de leur mise en œuvre. Si bien qu'on s'est retrouvé avec des schémas qui relevaient plus du catalogue de bonnes intentions, dans lesquels les personnes concernées s'engageaient
à favoriser la prise en compte des écolabels, les circuits courts ou encore la prise en compte du cycle de vie d'un produit, mais sans prévoir pour autant de mesures de suivi de ces schémas. Peut-être que des déférés préfectoraux ou des actions contentieuses d'associations ou de citoyens, à supposer que le juge administratif leur aurait reconnu un intérêt à agir, auraient permis de rendre ces plans plus contraignants. Toutefois, à notre connaissance, il n'y a pas eu de contentieux de cette nature. Alors, l'objectif de l'article 35 de la loi, un des objectifs de l'article 35 de la loi Climat et Résilience est d'améliorer le fonctionnement de ces schémas. Pour cela, les SPASER devront être rendus publics, notamment via une mise en ligne sur les sites Internet des personnes concernées, afin de diffuser et de valoriser les bonnes pratiques. Et surtout, désormais, en termes d'objectifs et de résultats, ces schémas devront comporter des données chiffrées précises en termes de nombre de contrats, de valeur de ces contrats et de pourcentage de passation de ces contrats en termes social ou écologiques. Alors, on espère que le SPASER nouveau aura plus de succès que le SPASER dans sa version actuelle, d'autant plus que l'intérêt de cette mesure est qu'elle entre en vigueur relativement rapidement par rapport à d'autres mesures prévues par la loi Climat et Résilience en matière de commande publique. En effet, le SPASER nouveau doit entrer en vigueur le 1er janvier 2023 et le projet de décret prévoit l'entrée en vigueur à cette même date d'un article modifié du Code de la commande publique, le D 2111-3, qui va abaisser le seuil d'application d'un SPASER à 50 millions d'euros d'achats annuels hors taxes, contre 100 aujourd'hui, ce qui devrait faire passer le nombre de collectivités locales concernées par le SPASER de 160 à environ 300. Par ailleurs, le gouvernement devra avoir remis au Parlement au plus tard le 22 août 2024 un rapport évaluant la mise en œuvre des SPASER et devra avoir proposé un schéma type de SPASER que les collectivités pourront s'approprier. Alors, la deuxième mesure concernant la passation des marchés publics et des concessions a été adoptée par la loi Climat et Résilience, porte sur les spécifications techniques. En effet, l'article 35 de la loi Climat et Résilience complète les articles L 2111-2 et L 3311-2 du Code de la commande publique relatif aux spécifications techniques par la phrase suivante: ces spécificités techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économiques, sociales et environnementales. Alors, le Code de la commande publique prévoyait déjà la prise en compte des objectifs de développement durable lors de la détermination de la nature et de l'étendue du besoin des acheteurs publics. Désormais, l'article 35 étend cette obligation à la phase de formulation du besoin par des spécifications techniques, ce qui rend beaucoup plus concret, a priori, le lien entre développement durable et détermination du besoin. Alors, cette prise en compte par les spécifications techniques des objectifs de développement durable se fera de manière classique, par référence à des normes ou à des documents auxquels les candidats ont accès, ou alors en termes d'exigences fonctionnelles ou de performance, ce qui signifie qu'il faudra déterminer les caractéristiques attendues du service, du produit ou du matériau, ou alors par une approche hybride combinant à la fois référence à des normes et exigences fonctionnelles ou de performance. Toutefois, cette rédaction est considérée comme insuffisamment prescriptive par une partie de la doctrine, car ces nouvelles dispositions se limitent à prévoir une prise en compte des objectifs de développement durable, et on peut s'interroger quant au caractère suffisamment contraignant de cette formulation.
d'autant plus que le précédent de l'obligation de définir la nature et l'étendue des besoins de l'acheteur public dans des termes similaires conduit à être relativement prudent, puisque le juge administratif n'en a tiré jusqu'à présent aucune obligation contraignante pour les acheteurs publics, et on peut craindre que ce soit la même chose pour les spécifications techniques. Il faudra sur ce point être très vigilant sur la jurisprudence du juge administratif pour voir s'il donne raison à la direction des affaires juridiques qui, dans sa fiche de présentation de la loi climat et résilience, présente cette mesure sur les spécifications techniques comme une grande avancée pour la poursuite de l'objectif de développement durable. Alors, une troisième mesure a été adoptée par la loi climat et résilience au stade de la passation, et elle concerne la possibilité d'exclure un candidat n'ayant pas établi de plan de vigilance. En effet, les articles L 2141-7-1 et L 3127-7-1 du Code de la commande publique prévoient désormais la possibilité pour l'acheteur public d'exclure un candidat soumis en vertu du Code de la commande publique à l'obligation d'établir un plan de vigilance et qui ne l'aurait pas fait dans l'année précédant l'engagement de la consultation. Alors, le plan de vigilance, c'est un plan relatif à la prévention des risques sociaux et environnementaux. Donc, on voit très bien quel peut être son apport dans la poursuite de l'objectif de développement durable. Toutefois, on peut être relativement réservé quant à sa mise en œuvre. En effet, cette possibilité d'exclure le candidat, elle est totalement à la libre appréciation des acheteurs publics. De surcroît, elle ne va pas concerner l'ensemble des candidats puisque seules sont concernées les entreprises ayant leur siège social en France et employant plus de 5000 salariés, que ce soit au siège ou dans les filiales. Par ailleurs, cette exclusion devra être écartée si elle a pour effet de limiter la concurrence ou si elle a pour effet de rendre techniquement ou économiquement plus difficile l'exécution de la prestation. Alors cette mesure, comme celle relative aux spécifications techniques, elle n'entre en vigueur qu'à compter du 22 août 2024. 26, pardon. Alors. Passons maintenant à la dernière et quatrième disposition de la loi climat et résilience en matière de commande publique. Il s'agit de la prise en compte des caractéristiques environnementales de l'offre dans un critère d'attribution. L'article 35 modifie les articles L 2152-7 pour les marchés et L 2324-5 pour les concessions du Code de la commande publique et fait obligation aux acheteurs publics de retenir au moins un critère d'attribution prenant en compte des considérations environnementales. Encore une fois, le législateur n'a pas déterminé quels pouvaient être ces critères et laisse une liberté aux acheteurs publics. Alors, ce critère environnemental, il pourra être très divers. On peut envisager la prise en compte du mode de fabrication, l'indice de réparabilité des biens, l'empreinte carbone, la durée de vie du produit, l'emploi de matériaux recyclés ou issus de l'économie circulaire, enfin tout critère qui sera directement lié à l'objet du contrat passé. S'agissant de la pondération, on peut imaginer qu'il ne faudra pas affecter le critère environnement d'une pondération trop faible au risque qu'il soit complètement neutralisé par le critère prix. Par ailleurs, il ne faudrait pas non plus dans certains marchés, comme les marchés de prestations intellectuelles, pondérer le critère environnemental trop fortement, car là, il risquerait d'apparaître comme discriminant. Mais en tout état de cause, il est probable que le juge administratif ne soit pas très exigeant en la matière, car il a déjà jugé légal une pondération assez faible à hauteur de 10%
pour le critère financier. Par ailleurs, il faut savoir que la proposition de la Convention citoyenne pour le climat qui avait proposé de pondérer au moins à hauteur de 20% le critère environnemental a été abandonnée au motif qu'il fallait trouver un juste équilibre entre la poursuite des objectifs de développement durable d'un côté et de l'autre côté la nécessaire liberté des acheteurs publics qui doivent pouvoir définir les critères et leurs pondérations en fonction de l'objet du marché. En tout état de cause, il serait souhaitable que dès le début de la phase de passation, les personnes publiques soient en mesure de justifier et même de documenter leur choix pour le critère environnemental et sa pondération, car cela risque de donner lieu à de nombreux contentieux. Alors, lorsque nous avions pris connaissance de cette nouvelle disposition, nous en avions déduit qu'il était désormais exclu d'attribuer un marché sur le seul critère du prix. Toutefois, lorsque nous avons examiné le projet de décret, nous avons été troublés car il propose de modifier la rédaction de l'article R 2152-7 du Code de la commande publique en laissant la possibilité d'attribuer un marché sur le critère unique du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie, défini à l'article R 2152-9, à condition qu'il prenne en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. On comprend donc que le marché peut être attribué sur le critère unique du coût, à condition toutefois de prendre en compte des considérations environnementales. Alors certes, c'est une attribution sur le critère du prix qui semble largement aménagée, même si ces aménagements ne sont pas complètement clairs, mais on peut se demander si cela signifie que les caractéristiques environnementales vont être en réalité uniquement un sous-critère du critère prix, si cela ne va pas aboutir finalement à neutraliser la prise en compte des considérations environnementales. Enfin, en tous les cas, on attend avec beaucoup d'impatience la publication du décret pour voir si cette disposition a été maintenue ou si, après la consultation publique de janvier 2022, son contenu a été modifié ou précisé. Passons maintenant à l'examen de la mesure d'exécution prévue par la loi Climat et Résilience. En effet, l'article 35 modifie les articles L 2112-2 pour les marchés et L 3114-2 du Code de la commande publique et prévoit que désormais, les contrats devront fixer des conditions d'exécution prenant en compte des considérations environnementales. Par ailleurs, de manière facultative, l'article 35 prévoit la possibilité de prendre en compte des considérations relatives à l'innovation, l'économie, le domaine social. Alors, on voit que le législateur établit quand même une hiérarchie entre les considérations environnementales et les considérations sociales. Toutefois, le même article 35 prévoit un régime spécifique pour les marchés et concessions de seuil européen qui non seulement auront l'obligation de prendre en compte dans les conditions d'exécution des considérations environnementales, mais également des considérations sociales relatives à l'emploi, notamment à l'emploi des personnes défavorisées. Mais le législateur ajoute encore une subtilité puisque des dérogations à la prise en compte des considérations sociales dans les conditions d'exécution pour les marchés et concessions de seuil européen seront possibles. Tout d'abord, pour les marchés uniquement, il pourra être prévu qu'on exclue la prise en compte des conditions sociales lorsque le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible. Ensuite, la prise en compte des considérations sociales sera exclue si elle n'est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l'objet du marché. Alors, cette hypothèse, elle vaut à la fois pour les marchés et pour les concessions. Ensuite, la prise en compte des considérations sociales
pourra être exclue si elle est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement plus difficile l'exécution des prestations. Alors, hypothèse qui vaut également pour les marchés et les concessions. Et enfin, uniquement pour les marchés, elle pourra être exclue lorsque le marché est d'une durée inférieure à 6 mois. Alors, encore une fois, le législateur n'a pas précisé le contenu de ces conditions environnementales ou sociales, et on peut penser que l'acheteur aura rempli son obligation si dans son contrat, il prévoit une seule condition, une seule clause prévoyant une condition environnementale ou également éventuellement sociale. Par ailleurs, il faut savoir que cette disposition, elle est surtout innovante pour les concessions, car pour les marchés publics, depuis l'entrée en vigueur des nouveaux CCAG le 1er octobre 2021, il est déjà prévu que les documents particuliers du marché incluent une clause environnementale d'exécution. Enfin, nous allons citer 3 autres mesures en matière de commande publique adoptée par la loi climat et résilience qui nous semblait mériter d'être citée. Tout d'abord, il est prévu l'inclusion dans le rapport devant être remis chaque année par le concessionnaire à l'autorité concédante de la description des mesures mises en œuvre pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion de l'activité économique dans le cadre de l'exécution de ce contrat. Ensuite, il est prévu la mise à disposition des acheteurs par l'État d'outils opérationnels de définition et d'analyse des coûts de cycle de vie des biens pour les principaux secteurs d'achat. Et enfin, est prévue une obligation d'utiliser des matériaux biosourcés ou bas carbone dans au moins 25% des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Mais cette obligation n'entrera en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2030 et ses modalités devront être précisées par un décret en Conseil d'État. Alors, si on reprend un peu l'entrée en vigueur des diverses dispositions, donc le principe de poursuite de l'objectif de développement durable est déjà entré en vigueur. Les dispositions sur le SPASER doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2023. Les dispositions relatives aux outils d'analyse du cycle de vie des biens doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Toutes les dispositions un peu spécifiques en matière de passation et d'exécution des contrats que nous avons vues, elles, entreront en vigueur le 22 août 2026. Et celles relatives à l'obligation d'utiliser des matériaux biosourcés ou bas carbone, elles seulement le 1er janvier 2030. Alors, on peut espérer que l'ensemble de ces mesures contribuera notamment à verdir la commande publique et à la rendre plus équitable. En effet, rappelons qu'en 2018, l'Observatoire économique de la commande publique estimait à seulement 13,6% les marchés publics contenant une clause environnementale en France. Par ailleurs, de nombreux facteurs non traités par la loi climat et résilience expliquent les freins à l'achat public durable et équitable. Il s'agit par exemple de la recherche du coût minimal, de la méconnaissance de l'achat durable, de la complexité dans le choix de l'offre lorsque sont intégrées des considérations environnementales ou sociales, le manque de volonté politique et parfois la simple résistance au changement, autant d'éléments qui nécessiteront un long processus de transformation pour être surmontés. J'en ai terminé avec la présentation. Je vous remercie de votre attention et je peux répondre à vos questions le cas échéant. Merci.
Je crois qu'il n'y a pas de questions. Merci beaucoup et nous vous attendons pour le 10e volet de présentation de la loi climat et résilience. Merci, bonne journée.